bonsoir. Les principaux titres de ce journal d'abord. Pas de week-end pour les cambrioleurs. Ils ont dévalisé une cinquantaine de coffres à Annecy. À Alger, reprise des négociations entre M. Claude Chaillet et le Polisario. Nouveau suicide en prison d'une extrémiste ouest-allemande. Le plan sur l'énergie du président Carter et ses difficultés. Enfin, le tiercé, 3, 9 et 20. Voilà donc les principaux titres de ce journal, auxquels nous allons tout de suite ajouter les chiffres des demandeurs d'emploi pour le mois d'octobre. Moins 5%, 1 100 000 chômeurs au mois d'octobre. Je vous rappelle tout de suite à ce propos l'évolution des chiffres du chômage pour cette année 1977. Les voici sur un tableau. Au mois de janvier, 944 000. Au mois d'avril, plus d'1 million, 1 039 000. Au mois de juin, 1 150 000. Au mois d'août, plus d'1 200 000. Et donc les derniers chiffres du mois d'octobre, 1 100 000. Et cela en données corrigées des variations saisonnières, alors que le chiffre brut est de 1 205 000, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la différence entre les deux exactement? Vous savez que tout au long de l'année, le marché du travail évolue, qu'il y a une poussée de fièvre au moment de l'arrivée des jeunes sur le marché du travail au mois de septembre, octobre, novembre, puis en janvier, février, au contraire, il y a une baisse régulière. Par conséquent, si on veut comparer des choses comparables à longueur d'année, il faut corriger des variations saisonnières, et ceci est le résultat de chiffrages qui sont faits par l'Institut national des statistiques et d'études économiques. Alors quel est le chiffre qu'il faut retenir? Eh bien, si vous voulez comparer au fil de l'année, c'est le chiffre corrigé des variations saisonnières, c'est-à-dire celui qui a été donné sur le tableau qui a été présenté tout à l'heure. Parce qu'il y a une petite polémique avec les syndicats, c'est un peu comme pour l'inflation, pour l'indice des prix. On vous accuse quelquefois de prendre le chiffre qui vous arrange, non? Alors pourquoi l'humanité au mois de mai, de juin et de juillet, 19 mai, 14 juillet, se sert des corrigés des variations saisonnières? À ce moment-là, bien sûr, cela permettait de dire que les choses allaient mal, mais maintenant que les corrigés des variations saisonnières permettent de donner une baisse qui est effective, alors on ne se sert plus des corrigés des variations saisonnières. Vous savez, le Parti communiste et la CGT ont l'habitude du double langage. Bon, alors il y a donc 1 100 000 chômeurs, moins 5%, vous êtes évidemment satisfait, je Bien suppose. sûr, puisque en 2 mois, vous avez une baisse de 10%. Par conséquent, à la fin septembre, ici même, j'avais parlé d'un coup de frein. Ce soir, je dis un coup d'arrêt. C'est un tournant? Je pense que nous sommes en train de voir pour les jeunes un tournant. Combien est-ce qu'on a créé d'emplois nouveaux, Monsieur le Ministre? Voyez-vous, depuis, si vous faites le calcul, à la fin mai, nous étions pas loin d'1 million, et depuis, il y a eu 650 000 jeunes qui sont venus sur le marché du travail. Vous avez qu'à voir où nous aurions été si la loi du 5 juillet 1977 n'avait pas apporté son efficacité. Mais alors c'est une conséquence des mesures prises pour les jeunes, jeunes demandeurs d'emploi, mais les autres? Une chose qui est intéressante, c'est que le marché du travail continue à être actif, même pour ceux qui sont moins jeunes. Et par conséquent, c'est le résultat de ces deux tendances qui donne ce chiffre en baisse. Alors, qui crée des emplois? Quels sont les entreprises? Les chefs d'entreprise. Oui, mais lesquels? Eh bien, vous avez d'abord, vous savez que nous nous sommes donné comme objectif que tous les jeunes venant sur le marché du travail trouveraient un emploi ou une formation, débouchant sur un emploi. Vous avez donc à peu près 40% d'embauche avec les mesures qui ont été prises. Vous avez de la formation professionnelle au niveau à peu près d'une vingtaine de pourcents. Vous avez des stages chez les artisans, et vous savez que nous manquons d'ouvriers dans l'artisanat, et puis vous avez des stages pratiques dans les entreprises. Alors l'autre problème est de savoir si ce sont des emplois durables qui sont attribués à ces Bien jeunes. sûr que ce sont des emplois durables. Et si c'est la formation professionnelle, qu'est-ce que vous dites qu'ils vont garder leur emploi? Et la formation professionnelle dont nous manquons tant de professionnels en France, nous manquons tant d'ouvriers dans l'artisanat, par conséquent tout ceci débouchera sur des emplois, j'en suis certain. Alors, 1 100 000 chômeurs, quand même, Monsieur le Ministre. Bien sûr. Quand même. Alors, il y a un indice des prix qui a été mauvais. On demande aux salariés un gros effort, puisque les hausses des salaires sont extrêmement limitées, ou même elles n'existent pas souvent. Et puis, il y a 1 100 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça vous étonne que les syndicats préparent une grande journée d'action pour le 1er décembre? Or, je pense surtout que la grande journée d'action, c'est pour essayer de refaire une unité d'une opposition qui tombe en miettes. Voilà le but du 1er décembre. Et est-ce qu'on peut vous demander quand vous pensez que la barre du million sera franchie, mais pas en dessous? Vous savez, vous avez qu'à regarder cette courbe. Est-ce que
nous pouvons nous dire qu'elle va continuer à ce rythme. Inutile de vous dire que je l'espère. Pour ma part, je crois que nous avons surtout marqué des points et que maintenant il faut continuer à se battre de toutes ses forces, car il faut que nous arrivions à montrer à nos jeunes que notre société, à laquelle tous les Français sont attachés dans leur grande majorité, est une société qui leur permet de trouver un emploi. Mais qui doit se battre? Nous tous. Nous tous. C'est-à-dire les chefs d'entreprise d'abord, car c'est eux qui créent les emplois. Le gouvernement, bien sûr, car il y a un énorme effort qui a été demandé et que le gouvernement continue à orchestrer. Mais il y a aussi les syndicats qui, pour la plupart, jouent le jeu, et puis il y a les jeunes eux-mêmes qui doivent répondre à ces possibilités que nous leur offrons. Merci, monsieur le ministre. D'autres chiffres encore, ceux du sondage IFOP publié ce matin dans le journal du dimanche. Il concerne la cote de popularité des hommes politiques et puis des femmes aussi. La preuve, c'est Mme Veil, ministre de la Santé, qui est toujours en tête avec 71% d'opinion favorable. Mais ce qui est le plus flagrant dans ce sondage, ce sont les points perdus par les leaders de la gauche par rapport à septembre. François Mitterrand perd 5 points et Georges Marchais 7 points. Perdant également Jacques Chirac, moins 3 points. Gagnant, en revanche, Robert Fabre, plus 4 points, et Michel Dornano, plus 5 points. Dans l'actualité politique de ce dimanche, quelque peu en sommeil, suite et fin du Conseil national du PSU à Limoges, l'unité populaire, malgré les difficultés des partis de gauche, n'est pas un vain mot, dit le PSU. La droite au pouvoir en France sera battue aux élections de mars prochain. Sur l'agenda de la semaine à venir, retenez, dans le domaine social, une grève à Air Inter de mardi à vendredi prochain. Et une visite de M. Bergeron de FO à l'Élysée jeudi, où il va plaider pour la 5e semaine de congés payés. En politique, mardi, première réunion présidentielle, plutôt ministérielle, pour fixer les grandes lignes du programme d'action du gouvernement au cours de la prochaine législature. Et une semaine plus tard, c'est-à-dire le 22 novembre, Raymond Barre se rendra en Haute-Savoie, à Cruseilles exactement, pour dialoguer avec les habitants des communes du district. Enfin, toujours en ce dimanche 13 novembre, au cours du Club de la Presse d'Europe 1, ce soir, M. Robert Boulin, le ministre délégué aux Finances, a répété que le gouvernement ne voulait pas pénaliser les commerçants. Nous leur demandons seulement de répercuter les baisses. À propos du SMIC à 2200 francs, M. Boulin a expliqué que c'est une mesure sur laquelle devra se pencher le gouvernement. Le fric-frac d'Annecy maintenant. Les policiers ont découvert l'affaire dans le lac. Allez donc regarder ce que viennent de jeter 2 inconnus dans le lac, qu'a suggéré un habitant d'Annecy aux policiers. Bien leur en a pris, les enquêteurs ont retrouvé un sac de sport avec des titres, des bons de caisse, quelques bijoux et puis du matériel classique de cambrioleur. La filière a été vite remontée jusqu'au coffre de la Banque française du commerce à Annecy. Pour fracturer 51 des coffres de la Banque d'Annecy, 4 hommes au moins ont dû se relayer dans cette salle pendant plus d'une trentaine d'heures. Le long week-end leur a permis de ne jamais être inquiétés. Leur butin, on ne le connaît pas encore exactement. Probablement plusieurs millions de francs. Travail de professionnels, certes. On a retrouvé sur place les bonbonnes d'oxygène et d'acétylène qui alimentaient leurs chalumeaux. Mais surtout, semble-t-il, la démarche de gens très bien informés. Les cambrioleurs savaient que la banque n'était pas reliée à un commissariat, qu'elle n'était pas surveillée la nuit, et surtout que la salle des coffres n'était pas pourvue d'une porte blindée. Quant à la porte principale, ils l'ont tout simplement franchie avec une fausse clé. Aussi, les enquêteurs n'écartent-ils pas l'hypothèse de complicité à l'intérieur même de la... Effraction extérieure. Les cambrioleurs ont pénétré dans les lieux sans effraction extérieure et, deuxième fait également particulier, le système d'alarme n'a pas fonctionné. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce système d'alarme de cette banque n'est pas relié au commissariat. Je pense que c'est un système d'alarme simplement un hurleur, n'est-ce pas? C'est-à-dire un système d'alarme interne. C'est à 16h20 exactement cet après-midi que M. Chaillet, l'émissaire du gouvernement français, est entré dans la villa d'Alger où siègent les représentants du Polisario. Les conversations ont donc repris et en diplomatie, Dieu sait si c'est important, car tant que l'on négocie finalement, il y a de l'espoir, même si apparemment on a bien du mal à se comprendre. Claude Chaillet veut parler avant tout de la libération des 8 otages français, le Polisario désirant soulever en premier lieu le problème global du Sahara occidental. L'attente continue. M. Chaillet vient de ressortir il y a quelques minutes de la villa du Polisario, mais on n'a absolument aucune nouvelle pour l'instant de cette nouvelle négociation. M. Begin a de la suite dans les idées. Il l'a prouvé aujourd'hui en renouvelant son invitation adressée à Anwar el-Sadat. « Venez donc nous voir à Jérusalem, Monsieur le Président », a dit M. Begin.
Mais en plus, le Premier ministre israélien accepterait qu'Anwar el-Sadat prenne la parole à la Knesset, le Parlement israélien, et rencontre même les chefs de tous les partis politiques. Cette escalade dans les invitations a quelque chose de rassurant. Le fait même que Sadat se dise prêt à venir à Jérusalem constitue un événement révolutionnaire et historique, a déclaré M. Abba Eban, l'ancien ministre israélien des Affaires étrangères. Car ce faisant, le président égyptien a reconnu la légitimité d'Israël, dit M. Abba Eban. Voici le premier chef d'État arabe qui fera peut-être le voyage d'Israël. Anwar el-Sadat, qui vient de réaffirmer devant une délégation du Congrès américain qu'il était prêt à s'expliquer devant le Parlement israélien. Le président égyptien, au risque d'être désavoué par les autres chefs d'État arabes, espère nouer un dialogue direct avec Israël et obtenir la relance de la conférence de Genève avant la fin de l'année. Sadat a tout prévu, même la délégation palestinienne qui serait composée de 3 professeurs d'origine palestinienne. Yasser Arafat lui a fait savoir, pas de Genève sans l'OLP. Mais Sadat, qui pose ici avec la délégation américaine, veut aller jusqu'au bout dans son dialogue avec Israël. De son côté, Menahem Begin reste favorable à un discours de paix du président Sadat devant la Knesset. Mais le premier israélien a déjà posé les conditions d'une relance de la conférence de la paix, pas de représentants palestiniens de l'OLP à Genève et négociations avec chaque État séparément, de quoi ruiner les espoirs du président égyptien. En Allemagne fédérale, dès aujourd'hui à la télévision, des tables rondes ont été organisées entre journalistes étrangers et journalistes allemands à propos du suicide en prison hier soir d'Ingrid Schubert, l'une des membres de la bande Abadère. Et pourtant, pour les autorités allemandes, il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un suicide. Ingrid Schubert s'est pendue dans sa cellule hier soir à l'aide d'un drap, et cela entre 18h05 et 19h10. Et cela aussi malgré les multiples contrôles des gardiens de la prison. L'autopsie a été pratiquée en présence des défenseurs de l'extrémiste ouest-allemande. La presse ouest-allemande n'a fait aujourd'hui qu'enregistrer le suicide d'Ingrid Schubert. Un suicide qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'autopsie pratiquée cette nuit à Munich en présence de l'avocat de la jeune femme. C'est dire si cette mort est placée ici dans la même perspective que celle d'Andreas Bader, de Gudrun Ensslin et de Jan Karl Rasp à Stuttgart-Stammheim. On se dit donc avec angoisse que les terroristes allemands en liberté vont pouvoir considérer Ingrid Schubert comme une autre martyre à venger dans les prochains temps. La menace terroriste sur les avions de la Lufthansa est en effet plus que jamais prise au sérieux. Vous vous souvenez que depuis 3 semaines, ces terroristes ont promis à compter du 15 novembre, c'est-à-dire de mardi prochain, de venger les morts d'Andreas Bader, de Gudrun Ensslin et de Rasp en abattant 3 avions de la compagnie aérienne allemande. On peut donc penser qu'ils mettront également le nom d'Ingrid Schubert sur leur liste. Au niveau gouvernemental, on s'attend surtout à ce que ce suicide soulève à l'étranger, et notamment en France, de nouveaux doutes et de nouvelles contestations sur la véracité même de ce suicide. Ce faisant, on commence à s'habituer en Allemagne fédérale à ce que l'actualité des derniers mois alimente à l'étranger, et singulièrement en France, il faut le dire, un certain nombre de fantasmes anti-allemands tout à fait invraisemblables. En Éthiopie, on vient d'apprendre ce soir que le vice-président du DERG, c'est-à-dire le Conseil militaire suprême éthiopien, a été exécuté. C'est la télévision éthiopienne qui l'a annoncé ce soir. Il a été accusé de favoriser une dictature militaire et de s'être opposé au socialisme et favorable au capitalisme. C'est un peu compliqué à comprendre, mais enfin, il a été exécuté ce soir. Mohamed Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, est arrivé à Paris pour une visite privée ce soir. Il a été accueilli à Orly par une hôte de marque, tout simplement son épouse, l'impératrice Farah, qui se trouvait dans la capitale depuis 2 jours déjà. En fait, il s'agit d'une brève escale de quelques heures, le Shah et la Shabanou devant repartir pour Washington, où ils seront mardi et mercredi les hôtes du président Carter. Le président américain a pu souffler un peu pendant ce week-end. Vous savez qu'il a quelques problèmes avec le programme énergétique qu'il essaie de faire voter par le Congrès. Pendant toute la semaine passée, le président a attendu avec impatience les résultats des travaux d'une commission mixte, sénateurs et représentants, qui épluchent point par point son programme. Finalement, vendredi, soulagement, le Congrès a accepté de pousser à la consommation du charbon et de décourager l'utilisation du pétrole et du gaz naturel, exactement ce que voulait Carter. Mais la bataille est loin d'être finie, car les compagnies pétrolières qu'il a traitées de pillards sont loin de lui être favorables.
Une sortie d'usine l'après-midi à 4 heures, à Houston, au Texas, serait-elle différente de tout ce qu'on peut voir ailleurs? La réponse est difficile, mais nous avons eu l'impression que ce spectacle illustrait parfaitement, dans sa rudesse et son abondance, l'Amérique. Ces ouvriers, au pays du pétrole et du gaz à volonté, sont opposés aux futures taxes que Carter veut imposer sur le prix de l'essence ou des grosses voitures. Ils rejoignent dans leur jugement leur président-directeur général, d'accord sur l'idée de la crise de l'énergie, mais qui rappelle que pour un ouvrier qui habite parfois à 60 km de son lieu de travail, la réforme de Carter sera une charge supplémentaire. C'est vrai, mais ça n'est pas si simple. Et prenons l'exemple du gaz naturel, abondant, au Texas. Carter propose d'abord que le prix du gaz soit le même sur l'ensemble de l'État, ce serait un prix fédéral. Or, en ce moment, le prix du gaz à l'intérieur de cet État, le Texas, est de 2,5 $ pour 35 mètres cubes environ, contre 1,47 $ quand il est transporté à l'extérieur de l'État. Première conséquence, les Texans gardent leur gaz et constituent d'énormes réserves. Le gaz est amené par pipeline ici en été, 10 contremètres, et avant d'être traité, nous le gardons à 2000 mètres sous terre. Les grandes compagnies sont braquées contre le président qui les a accusés dans une conférence de presse de faire des bénéfices énormes et d'être les pilleurs de la nation. Kind of statement the president made in his press conference the other night to me was pure demagoguery. It was totally unfair to the industry. C'était de la démagogie et de plus un mensonge. Depuis 6 ou 7 ans, il ne s'est pas passé une seule année où nous n'avons pas investi nos bénéfices dans le développement de notre industrie ou dans la recherche. De plus, il faut savoir que lorsque nous faisons des bénéfices dans ce pays, le gouvernement fédéral nous taxe de 48%. Le rip-off, le pillage, c'est Carter, et non l'industrie qui veut le faire en accablant le pays de nouvelles taxes. Au pays des Derricks, où le pétrole surgit du sol et de la mer, la richesse est évidente. Washington est à 3000 km et regardé comme le centre de la bureaucratie. Ici, au Texas, nous avons du gaz et du pétrole et d'énormes réserves. Il faut maintenir cette richesse. Le plan Carter est trop ambitieux et surtout trop rapide dans son exécution, disent les Texans. Avant de parler de crise, disent-ils, diminuons les importations de pétrole et développons l'industrie du charbon. Mais qu'on ne touche pas à nos profits. À propos des États-Unis, toujours un petit événement à la Nouvelle-Orléans, la capitale de la Louisiane. Pour la première fois de son histoire, un maire noir vient d'être élu. Ernest Dutch Morial a devancé son adversaire, un conseiller municipal blanc, de quelques voix. Et puis en Angleterre, encore cette nouvelle, on ne doit pas jeter des œufs sur la reine Elisabeth. Ça paraît évident, mais il y a un sujet britannique de 42 ans qui l'avait sans doute oublié hier soir, alors que la souveraine arrivait à une soirée de gala au Royal Albert Hall. Le malfrat a lancé 2 œufs. L'un s'est écrasé sur la Rolls-Royce et le second, un petit peu moins bien ajusté, est allé souiller l'uniforme d'un policier qui était en faction devant le Royal Albert Hall. La souveraine, qui a tout évité, est restée souriante. Demain, le coupable passera en justice où on lui expliquera qu'il valait mieux garder ses œufs dans le même panier. Redevenons sérieux avec les journées de formation des médecins qui se sont déroulées à Paris ce week-end. Nous vous avons parlé hier avec Martine Alain-Regnault de la contraception. Ce soir, nous allons nous intéresser à la stérilisation. Docteur Harvis, est-ce que la stérilisation est un moyen de contraception? En aucune façon, la stérilisation n'est pas un moyen de contraception. Alors qu'est-ce que c'est exactement? La stérilisation, ça consiste à lier un canal, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, on lie le canal qui amène l'ovule jusque dans l'utérus. Chez l'homme, on lie le canal qui amène les spermatozoïdes depuis le testicule jusque dans la verge. C'est une intervention chirurgicale dans tous les cas. Elle est plus simple chez l'homme que chez la femme? C'est une intervention chirurgicale dans tous les cas. Elle est évidemment plus simple chez l'homme que chez la femme parce que le canal est beaucoup plus superficiel, donc plus facile à aborder. Et pourtant, on la fait plus souvent chez les femmes. On la fait plus souvent chez les femmes
parce que probablement le français qui est de tradition latine et phallocratique préfère sans doute que ce soit sa femme qui soit exposée à ce genre d'intervention plutôt que lui-même. Est-ce que c'est irréversible, docteur? Alors c'est là le gros problème de ce genre de technique chirurgicale, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances, dans l'état actuel des techniques et des procédés utilisés, c'est un moyen qui est irréversible, quasiment irréversible. C'est-à-dire lorsqu'on est stérilisé, on ne peut plus faire d'enfant, c'est définitif? C'est définitif. Mais vous avez des espoirs? Il y a effectivement des espoirs. En particulier, il y a des techniques qui utilisent la chirurgie sous microscope et qui permettent de rétablir le canal de façon satisfaisante et permettre alors la libre circulation soit de l'ovule, soit des spermatozoïdes. Mais pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour conclure. C'est une méthode qui ne semble pas s'adresser à tous les couples en âge de procréer. À qui s'adresse-t-elle exactement? Absolument pas. C'est un problème qui ne peut être envisagé que à partir de 35 ans et lorsqu'on a un nombre suffisant d'enfants. Mais dans d'autres pays, on a fait ça chez des femmes ou des hommes qui étaient beaucoup plus jeunes que ça. Il est certain que dans certains pays, en particulier dans les pays en voie de développement, il y a eu de nombreux abus qui ont été commis, en particulier des hommes ou des femmes qui n'avaient encore jamais eu d'enfants, ont eu une ligature des trompes ou une ligature des déférents. Et pour vous, c'est impensable? C'est absolument impensable, c'est alors catégoriquement opposé à ce genre de choses. Est-ce que la stérilisation, docteur, est légale en France? Alors la stérilisation n'est ni légale ni illégale, en ce sens qu'il n'existe dans le code civil ou dans le code pénal aucune loi interdisant la stérilisation. Ce qui existe, ce sont des dispositions édictées par le Conseil national de l'ordre des médecins. Il y a même un projet qui interdit la stérilisation sauf raison médicale sérieuse. C'est tout ce qu'il y a pour le moment. Pourquoi ce vide juridique? Eh bien, c'est que jusqu'à présent, et je pense que les lois qui sont envisagées par le Conseil national de l'ordre des médecins se basent sur le droit coutumier, qui interdisent à un individu, quel qu'il soit, de disposer d'une de ses fonctions. C'est ainsi que si vous voulez vous crever les yeux, vous êtes passible d'être condamné. Et sous mutilé. Pas le droit de se mutiler. Sous Louis XIV, par exemple, les gens qui tentaient de se suicider et qui n'y réussissaient pas étaient condamnés aux galères. Mais ça, c'est l'ancien droit quand même. C'est l'ancien droit. Mais pour le moment, il y a un vide juridique. Je vous en prie. Et c'est la raison pour laquelle a été constituée il y a 2 ans une association nationale pour l'étude de la stérilisation volontaire. Quel est le but de cette association? Non pas du tout de promouvoir la stérilisation comme on le pense généralement, absolument pas. Cette association a pour but, d'une part, d'étudier sérieusement ce problème, de savoir quelles sont les conséquences qu'entraîne la stérilisation aussi bien pour l'homme que pour la femme, de savoir comment on peut stériliser de la façon la plus propre et surtout de façon à ce que, éventuellement, s'il y a ultérieurement une demande de paternité ou de maternité, eh bien, on puisse rétablir la fertilité chez les sujets demandeurs. Toutes les informations ainsi recueillies, toutes les enquêtes ainsi mises en route, et à l'heure actuelle, il y a une enquête mise en route auprès de tous les médecins français. Toutes ces enquêtes ont pour but de fournir aux législateurs toutes les indications nécessaires et utiles pour pouvoir prendre des dispositions en conséquence. Et je termine là-dessus. Nous pensons en effet qu'il est absolument légitime de donner la possibilité à tout individu et à tout couple de choisir librement et de façon éclairée sa méthode de contraception. Combien de couples le demandent? Alors, il est impossible à l'heure actuelle de donner des chiffres. Dans une étude qui a été rapportée hier précisément et qui s'est effectuée dans la région rennaise, on évaluait la demande en 1975 à un individu pour 5000 habitants. Merci, docteur. Changement de sujet complet. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil dans la 5e course, le prix Guillaume de Pracontal. Voici l'ordre d'arrivée, le 3, le 9 et le 20. C'est donc le 3, Brouhaha, qui a gagné devant Air du Nord, le 9 et devant Marie Deva, le 20. Voici cette course d'ailleurs, voici la dernière ligne droite de ce prix Guillaume de Pracontal, la 5e course à Auteuil. 3, 9, 20 dans l'ordre pour 5 francs. Cela vous rapporte 4 602 francs 50 si vous l'avez joué bien entendu. Et dans un ordre différent, 920 francs et 50 centimes pour 5 francs donc. Avant de terminer ce journal, une page littéraire avec Jean d'Ormesson, qui nous parle ce soir d'un classique d'Émile Zola, Nana, un roman qui avait quand même fait un joli scandale à l'époque.
Eh bien, aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler d'une nouveauté, mais je voudrais vous inviter à relire un livre déjà ancien. Je voudrais vous inviter à relire Nana de Zola, qui vient de reparaître dans la collection Folio, avec une remarquable préface d'Henri Mitterrand, qui est l'un des hommes qui connaît le mieux Zola en France. Nana, qui a donné naissance à un film que beaucoup de téléspectateurs ont probablement vu, est l'histoire d'une fille publique, d'une gourgandine, d'une lorette, d'une courtisane du Second Empire, qui fait une carrière éclatante et qui finit par ébranler toute la société du Second Empire et par traîner dans la boue un des familiers de l'empereur qui s'appelle le comte Muffat. Le livre a été accueilli avec beaucoup de réserve et même d'hostilité. Il faut dire que Zola n'avait pas aidé les choses puisqu'il donnait lui-même cette définition de son roman. Le sujet de Nana est celui-ci: toute une société se ruant sur le cul. Et naturellement, la presse s'est déchaînée, on a parlé du roman nanaturaliste, du roman ordurialiste, les dessinateurs et les journaux comiques s'en sont donnés à cœur joie, mais un certain nombre de grands écrivains ne s'y sont pas trompés. Huysmans disait « Je suis ébouriffé par la lecture de Nana », et Flaubert écrivait « C'est un livre énorme, j'ai passé toute la journée d'hier à le lire et je n'en ai pas dormi de la nuit ». Tout cela fait, Jean d'Ormesson, que Nana est un livre finalement très actuel. Nana, naturellement, est un classique et nous commençons à remettre aujourd'hui Zola à sa vraie place, qui est une des premières. Il faut situer Zola dans tout cet ensemble des années 1860-1870, dont on peut voir un autre témoignage encore au Grand Palais, où il y a l'exposition Courbet. Daumier dans la peinture, Flaubert, Zola, tout ça c'est une même école, réaliste, quelquefois brutale, mais en tout cas très grande, et dont Zola est un des plus remarquables représentants. Pour terminer maintenant donc la météo, ce long week-end du 11 novembre, cet été de la Saint-Martin qui avait commencé comme un printemps, se termine avec de la pluie, des grêlons et de la neige. Pire même, la tempête qui a soufflé dans la Manche et la mer du Nord a fait 7 morts et 8 disparus. Et apparemment ce mauvais temps va continuer demain. Les vents seront encore très forts sur la Manche et la mer du Nord. Lundi matin, sauf dans le sud-est, le temps sera très nuageux avec des pluies. Dans la journée, la zone pluvieuse se localisera sur les régions méridionales. Sur le reste du pays, le temps deviendra frais et variable avec des averses et des éclaircies passagères. Je vous retrouverai avec plaisir tout à fait en fin de soirée vers 23h15 pour la dernière édition du journal et je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2.